Bienvenue sur Espoir et Dignité TV, Voix libre, l'espace d'expression des consciences libres et engagées. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur et le plaisir de recevoir Madame Michèle Caillet pour une conversation essentielle sur un sujet brûlant, l'identité numérique. Que cache ce concept? Quelle menace pèse-t-il sur nos droits, notre liberté et notre humanité? Préparez-vous à une réflexion profonde et courageuse. Michèle Caillet, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir avec nous. Merci beaucoup de m'inviter. Moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci infiniment, Madame Caillet. Madame Caillet, j'aimerais bien commencer avec, vous êtes juriste, alors je dois respecter les démarches de présentation de compréhension juridique. J'aimerais bien commencer avec la définition et la compréhension de l'identité numérique. Pour commencer, pourriez-vous expliquer ce que recouvrait exactement le concept d'identité numérique? Certains y voient une simple évolution technologique. Pourquoi, selon vous, ce concept dépasse l'évolution technologique, dépasse la scène technologique et tout? Alors bon, l'identité numérique, c'est pas une simple carte d'identité qui serait numérisée comme vous avez beaucoup de documents qui sont numérisés. Ça va beaucoup plus loin parce que dans la loi qui a été prévue par le Parlement le 20 décembre, on parle plutôt d'un portefeuille numérique. Donc déjà là, vous voyez que le concept évolue. Ça n'est plus seulement votre carte d'identité, votre papier d'identité sur lequel vous avez votre taille, votre âge, votre adresse éventuellement. Non, ça va déjà beaucoup plus loin. Portefeuille signifie qu'on peut mettre d'autres documents à l'intérieur de ce concept d'identité numérique. Alors par autres documents, eh bien, si vous allez sur le site de la Confédération, vous pouvez d'ailleurs le voir, c'est pas caché du tout. On appelle ça, ce portefeuille, il s'appelle Suis You. Bon, déjà le nom est intéressant, Suis You, ça me suit, c'est voilà. Et vous avez à l'intérieur de ce portefeuille pourra être mis votre permis de conduire. Ensuite, on pourrait imaginer que ce soit si vous avez votre casier judiciaire, par exemple. On peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Votre carnet de vaccination, etc., etc. Vos documents, bien sûr, les documents que vous avez reçus pendant toute votre vie pourraient être stockés dans ce concept d'identité numérique. Donc déjà, on voit que ça va beaucoup plus loin. Et puis, ça donne c'est toutes les données de la personne, des données extrêmement sensibles, puisque ce sont des données d'ordre privé, qui vont se trouver à un seul endroit. Et là où je vais déjà expliquer la première chose qui devrait sauter aux yeux de tout le monde, c'est la problématique des cyberattaques. Je crois qu'on en entend parler, on n'entend pas assez parler justement, parce que tous les jours en Suisse et dans d'autres pays, bien évidemment, il y a des cyberattaques. En Suisse, il y en a énormément. Je pourrais vous en citer un nombre hallucinant de cyberattaques. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui sont là, derrière leurs écrans, et qui prennent les données de différentes personnes pour les monétiser, bien évidemment, ou pour même frauder avec ces mêmes données. On pourra peut-être parler plus tard de l'usurpation d'identité, mais si on pousse jusqu'à l'usurpation d'identité, il y a des gens qui peuvent utiliser votre identité pour commettre des fraudes, et ça va être très compliqué pour vous de dire mais non, ça n'était pas moi, ça n'est pas moi. Alors qu'en fait, toutes les traces qui se trouveront sur le net démontreront que c'est vous en fonction de votre identité numérique. Alors jusqu'à présent, toutes ces données sensibles, vous allez me dire, oui, il y a Facebook, il y a toutes sortes, effectivement, de plateformes sur lesquelles déjà nos données figurent, c'est certain. Mais elles sont dispatchées dans différents endroits. Alors, imaginez-vous un hacker, lorsque tout sera centralisé au même endroit, au lieu de s'enquiquiner à devoir craquer différentes plateformes, il n'y en aura plus qu'une à craquer et on aura tout. Donc, déjà là, les gens devraient se dire, mon Dieu, même si la Confédération nous dit que c'est sécurisé, non, ça n'est pas sécurisé. Il n'y a jamais de sécurité complète, ça n'existe pas. Et lorsqu'on se souvient des certificats Covid, il y a eu
effectivement des données qui ont fuité parce que je ne sais pas s'il y avait eu une cyberattaque ou s'il y avait eu une fuite de données, soit par un être humain, ça peut être une erreur humaine, hein, il n'y a pas forcément d'intentionnalité de faire du mal, mais simplement par une erreur, eh bien, on a des fuites de données énormes. Et là, se pose déjà un immense problème de vos données personnelles. Bon, après ça, l'identité numérique, ça va beaucoup plus loin. Mais je voulais déjà peut-être mettre l'accent sur des choses qui sont vraiment très personnelles, que tout le monde peut comprendre. Voilà, vos données, qui sont vos données sensibles, peuvent être à tout moment peuvent disparaître dans la nature. En plus, vous le savez certainement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook ou d'autres plateformes de ce type, ou même lorsque vous faites vos achats sur Internet, vous donnez vos données. Mais ces données, elles sont monétisées. C'est pas quand on vous dit c'est gratuit, attention, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ça signifie que vos données, elles valent beaucoup d'argent pour toutes ces entreprises commerciales. Et on peut tout à fait imaginer, puisqu'il y a que les entreprises commerciales vont y voir, avec cette identité numérique, un bénéfice pour elles, c'est-à-dire elles vont collaborer avec l'État pour dire, par exemple, quand vous irez faire vos achats sur Internet, vous serez obligé de dévoiler votre identité numérique pour faire des achats. Alors on va dire oui, mais c'est bien, c'est pour la sécurité. Oui et non, parce que ça permet aux entreprises commerciales de se faire de l'argent sur vos données, il faut quand même le dire, hein, puisque c'est vous qui devenez le produit, chacun de nous, lorsqu'on va faire ces emplettes sur Internet. Et puis, eh bien, puisque tout est centralisé, et je l'ai déjà dit, c'est les cyberattaques sont d'autant plus faciles puisqu'il n'y a plus qu'une faille à craquer. Il n'y en a pas 10 000, il y en a qu'une. Donc, on voit déjà toute l'étendue de cette problématique qui n'est pas sécurisée alors qu'on vous vend ça en vous disant que c'est sécurisé. Il y a une deuxième chose qui devrait aussi percuter chez la plupart des gens, c'est on vous dit cette identité numérique, elle est volontaire. Alors, il y a des gens qui ont traduit ça par facultatif. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, admettons, elle est facultative pour l'instant, et il faut bien préciser pour l'instant, parce que déjà dans la loi sur l'identité numérique, il est prévu qu'il y ait des pans de cette loi qui soient modifiés et qu'on rajoute des différentes choses de manière à ce qu'on élargisse l'application de cette identité numérique. Alors, on vous dira peut-être pas qu'elle est obligatoire, mais de fait, elle va devenir obligatoire. Parce que lorsque, tout d'un coup, vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'une attestation de domicile, prenons une chose simple, une attestation de domicile, eh bien, si vous n'avez pas d'identité numérique, vous allez peut-être aller à la mairie, demander votre attestation de domicile, on vous dira, est-ce que vous avez l'identité numérique? Vous dites, non, je l'ai pas, c'est facultatif. Ah, alors c'est facultatif, mais vous allez devoir payer un émolument supplémentaire parce que vous n'avez pas cette identité numérique. Donc, on voit déjà la manière dont ça va être amené. D'abord par des frais, et ça, c'est stipulé dans la loi. Donc, quand on vous fait croire que c'est facultatif et que c'est gratuit, c'est faux. D'une manière ou d'une autre, on va vous amener à ce que vous preniez cette identité numérique. Et lorsque, pour différentes missions que vous voulez faire tous les jours, tout ce que vous voulez faire tous les jours, vous avez de plus en plus besoin de cette identité numérique parce qu'on va vous la réclamer, eh bien, à un moment donné, même si on vous dit que c'est facultatif, vous allez être obligé de la prendre parce que soit ça va vous coûter trop cher, soit vous allez être exclu de la société d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est vraiment très, très importante. Et quand je dis ça, je me base tout simplement sur ce qu'on a vécu quand il y a eu la crise sanitaire, où lorsque vous ne possédiez pas de certificat Covid, vous étiez exclu de la société quand même, en quelque sorte. Donc, on peut faire exactement la même chose avec l'identité numérique, tout en vous disant qu'elle reste facultative et gratuite. Alors, elle n'est pas gratuite, elle ne sera pas gratuite, et elle ne sera pas facultative, ça ne restera pas, ça c'est certain. Il y a déjà d'ailleurs, pour certaines choses, elle est déjà demandée. Alors, ce n'est pas l'identité numérique telle qu'on va l'avoir par la suite, mais c'est déjà demandé. Notamment, je peux vous raconter l'histoire d'une dame qui a voulu faire renouveler son permis C. Eh bien, on lui a demandé l'identité numérique pour renouveler son permis C. Donc, vous voyez, c'est déjà dans les tuyaux, c'est déjà en route. Donc, il ne faut pas dire que c'est facultatif et que c'est gratuit. Madame Michel, est-ce que, d'après vous, il y a un lien entre l'identité numérique et la surveillance généralisée ou ce risque de perte des libertés fondamentales? Alors, moi, ça me paraît évident qu'il y a même plusieurs liens. Alors,
mettre l'identité numérique en place, c'est extrêmement important pour l'État suisse. Déjà parce on reçoit des pressions de Bruxelles, parce que comme vous le savez certainement, l'identité numérique en Europe, elle va être établie d'ici fin 2026. Il y aura une identité numérique dans tous les pays européens. C'est déjà, il y a un règlement. Il faut déjà comprendre aussi que notre identité numérique, comme elle a été déjà formatée, eh bien, elle est compatible avec l'identité numérique européenne. Ça, déjà, c'est fait. Et il y a des pressions de Bruxelles pour avancer le projet. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est un petit peu angoissant de voir qu'en fait, on a déjà Bruxelles sur le dos alors qu'on ne fait pas partie de l'Europe. Donc, je crois que ça aussi, il faut que les Suisses soient bien conscients qu'on reçoit des pressions de l'Europe. Et ce n'est pas normal alors que nous, on n'en fait pas partie. Ensuite, il y a autre chose. Mettre l'identité numérique, ça permet ensuite de, si on veut en quelque sorte, ratifier une monnaie numérique. Alors, de nouveau, on va prendre l'exemple de l'Europe parce que c'est tout à côté de nous. Vous savez qu'au mois d'octobre, en octobre-novembre, Madame Lagarde l'a dit, vous allez avoir l'euro numérique qui va être mis en place. Alors, on dit, ouais, mais l'euro numérique, c'est une monnaie comme une autre. Non, 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 parce que cette monnaie, ce qui est important de comprendre avec les monnaies numériques, c'est qu'elles sont programmables. Quand bien même on va vous dire non, l'Europe ne programmera pas ces monnaies, ça n'est pas vrai. Le directeur adjoint du FMI, M. Boli, l'a dit clairement, c'est une monnaie qui est programmable et qui permet de réguler certains comportements des citoyens, par exemple, en programmant que cette monnaie numérique n'est valable que pour certains achats. Donc, on vous limite déjà dans votre argent. Vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez. Et il a clairement dit que c'était tout à fait possible. Donc, ensuite, on se dit monnaie programmable, monnaie numérique. Alors, identité numérique, c'est à quoi avoir? Eh bien, parce que l'identité numérique, c'est la clé de voûte qui va permettre de mettre en place, de réunir, si vous voulez, l'identité de la personne et le compte en banque qui sera à la banque centrale. Donc, en fait, c'est l'État qui contrôle l'argent, qui programme l'argent comme il pense devoir le programmer. Et ce n'est pas forcément très bon pour nous citoyens. Donc, bien sûr on ne peut qu'y voir une problématique de glissement vers quelque chose de très totalitaire et potentiellement de supprimer un certain nombre de libertés. On peut très bien imaginer que si vous n'êtes pas, et surtout dans le domaine, on va dire, environnemental et de la santé, imaginez que vous ne triez pas bien vos déchets, par exemple. Eh bien, on pourrait dire que vous êtes un mauvais citoyen, donc on peut vous donner déjà des mauvais points, mais on peut aussi vous limiter dans vos achats, par exemple. Ça serait une idée. Alors là, on embraye tout de suite sur le scoring social. Alors, la Suisse s'est défendue d'en avoir un. C'est absolument faux. Il y a bien une étude qui est faite par Ta Suisse qui vise à démontrer qu'il n'y aurait pas de scoring social. Mais c'est vraiment une entourloupe parce qu'en fait, c'est exactement le contraire. C'est comment mettre en place un scoring social en Suisse. Alors, vous allez me dire, oui, mais on est dans un pays démocratique, on ne peut pas faire ça. Je tiens juste à dire que ça existe déjà au niveau de l'école. Il y a déjà un programme qui vise à profiler, donc ce sont les maîtres d'école qui profilent les enfants qui sembleraient avoir un problème de radicalisation et qui pourraient devenir des terroristes. Donc, vous voyez que c'est déjà en route, c'est déjà dans les tuyaux. Donc, et en plus, d'un point de vue légal, quand on dit oui, on est dans une démocratie, on ne risque rien, ça n'est pas vrai. Il n'y a aucune loi et il n'y a rien dans la Constitution qui empêche un quelconque scoring social. Donc, il n'y a aucune garantie que ça n'arrive pas à un moment ou à un autre. Et on sait très bien que ces choses-là peuvent très facilement glisser. On l'a vu, je le répète, pendant la crise sanitaire, on a vu que ça a été mis en place extrêmement rapidement. Donc, on ne voit pas pourquoi ça ne continuerait pas. Oui. Madame Caillé, vous êtes parmi les composantes de la société civile et helvétique et européenne, lorsque je vois aussi le champ de votre action de partenariat avec les autres acteurs de la société civile européenne. Aujourd'hui, d'après vous, quelles sont les modalités de résistance, de refus et de faire ce contre-pouvoir face à cette volonté
étatique, gouvernementale de nous imposer l'identité numérique? Alors, que faire? Que faire déjà, c'est d'aller voter. Franchement, c'est extrêmement important d'aller voter le 28 septembre, je me trompe de date du coup, le 28 septembre, d'aller voter non à cette identité numérique. Parce que cette identité numérique, puisqu'on parlait d'Europe, c'est la pierre angulaire des contrats bilatéraux. Alors, on entend beaucoup parler des contrats bilatéraux et il y a beaucoup de Suisses qui sont absolument contre ces bilatérales 3. Ce qu'ils doivent bien comprendre, s'ils hésitent, s'ils se disent non, non, mais l'identité numérique, moi, ça me paraît bien, c'est l'État qui surveille, je crois qu'ils doivent bien se rendre à l'évidence que c'est le pied dans la porte pour l'entrée dans l'Union européenne. Donc, si vous ne souhaitez pas rentrer dans l'Union européenne, si vous ne voulez pas de ces contrats bilatéraux, commencez maintenant par aller voter le 28 septembre un grand non à l'identité numérique. Puisque ça, c'est le pied dans la porte pour l'entrée dans l'Union européenne, simplement parce qu'une fois que l'identité numérique, elle est acquise en Suisse, eh bien, tous les systèmes se mettent en place puisqu'en fait, il y a une interopérabilité des systèmes. Donc, tout est déjà lié. Ça, c'est la première pierre angulaire, mais c'est vraiment la grosse pierre angulaire. Après, il y aura d'autres échéances, telles que, par exemple, très prochainement, je pense en début d'année prochaine, l'inscription du cash dans la Constitution. Alors là, il va falloir aussi être extrêmement vigilant parce qu'il y a un contre-projet du Conseil fédéral qui paraît être, comme ça, quand on regarde de loin, la même chose que l'initiative, mais qui n'est pas du tout la même chose que l'initiative, et qui, à terme, permettra la disparition du cash. Vous voyez déjà bien maintenant que ça disparaît. Il y a beaucoup d'établissements qui veulent être payés uniquement en carte et plus en cash. Donc, on voit qu'il y a cette tendance, elle arrive très, très fortement. Donc, il y aura cette deuxième échéance qui est extrêmement importante aussi. Et si celle-ci est balayée, nous entrons encore plus dans l'Union européenne. La troisième, c'est la loi sur les épidémies où il y a une refonte. On peut parler de refonte de cette loi. C'est pas juste une petite révision, c'est une refonte complète et qui modifie complètement le rôle des cantons, qui n'ont finalement plus beaucoup de compétences, alors qu'elles en avaient beaucoup dans le cas d'une épidémie. Si tout d'un coup une épidémie survenait, jusqu'à présent, ils avaient passablement de compétences. Maintenant, ils en auront très peu. C'est le Conseil fédéral qui va reprendre tout ça. Et le Conseil fédéral s'inspire de qui? Enfin, c'est même pas qu'il s'inspire, reçoit ses ordres de qui? De l'OMS. Et l'OMS, vous avez le règlement sanitaire international qui malheureusement a été entériné par la Suisse malgré des pétitions, une procédure de consultation où il y a beaucoup de monde qui s'est mobilisé pour dire non à ce règlement sanitaire international pour qu'on puisse rejeter les derniers amendements. Le Conseil fédéral n'a pas écouté, il y a eu beaucoup de choses, mais démocratiquement c'est très très discutable, mais on ne va pas parler de ça maintenant. Et ce règlement sanitaire international est déjà entériné. La loi sur les épidémies, elle va juste en remettre une couche par rapport à ce règlement. Donc là, on voit, et bien sûr, tout ça est compatible avec l'Union européenne, complètement compatible. Et puis, la dernière échéance que je vois, c'est cette initiative sur la neutralité, je pense que tout le monde en a entendu parler, qui fixe les modalités de notre neutralité, ce qui n'est pas le cas. On pense toujours, on dit, la Suisse est neutre. Alors, la Suisse est neutre, oui, c'est ce qu'on dit. Mais c'est juste un mot qui est lâché de temps en temps, un petit peu dans la Constitution, à droite, à gauche, mais il n'y a aucune définition vraiment stricte de cette neutralité. En quoi elle consiste réellement. Et là, dans l'initiative, c'est vraiment clairement défini à quoi, donc on ne doit pas, bien évidemment, tout ce qui est armé, c'est pas possible, mais même les sanctions économiques telles qu'on a vu qui ont été prises par la Suisse ne seraient plus non plus autorisées. Ça devient beaucoup plus strict et bien encadré. Et là, bien évidemment, on peut d'ores et déjà se dire que le Conseil fédéral fera une campagne pour lutter contre cette initiative parce qu'il veut pouvoir continuer à mener une politique de neutralité, ils disent agile, moi je dirais à géométrie variable, c'est beaucoup plus juste. Et d'ailleurs, ils ont rejeté l'initiative en bloc, ils n'ont même pas essayé de faire un contre-projet, c'est dire qu'ils sont vraiment, que le gouvernement est vraiment contre cette initiative. Une fois que ces quatre verrous auront sauté, l'identité numérique, la disparition du cash, l'OMS qui chapeaute la santé, et ensuite la perte de la neutralité, parce que ce sera le cas, eh bien, les bilatérales, elles arriveront comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de vous dire, parce que tout sera déjà aligné.
pourquoi dire non, puisque de toute façon, on sera déjà dedans. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais que les Suisses soient vraiment extrêmement attentifs à ce qui est en train de se passer et de bien se focaliser sur la première échéance, l'identité numérique, et d'aller voter un grand non le 28 septembre. Je sais également que beaucoup de gens sont extrêmement déçus, qui ne veulent plus voter, ils en ont marre de la politique. Je comprends, mais aller voter, c'est hyper important. Ceux qui vont voter, ce seront ceux qui sont pour l'identité numérique. Alors vous qui êtes contre les bilatérales et contre l'identité numérique, c'est le moment d'aller voter. Je vous assure, ça fait pas mal. C'est juste un petit papier à mettre dans une urne, c'est facile. Madame Kaye, j'aimerais bien terminer avec vous cette rencontre concernant l'identité numérique, une manifestation parmi des autres manifestations de ce déclin de la diplomatie suisse, ce perte de notre notoriété, c'est pas la neutralité. Aujourd'hui, l'identité numérique confirme que la politique du Conseil fédéral avec la Commission européenne, c'est pas une politique de partenariat et de coopération, c'est une politique de soumission. Comment vous pouvez nous expliquer ce déclin? C'est la responsabilité de qui? Du Conseil fédéral, de M. Cassis, qui n'a pas arrêté d'entrer la diplomatie suisse vers le pire avec la guerre en Ukraine, avec ce carnage contre la population palestinienne à Gaza, avec les taxes douanières imposées par Trump, malgré que la Suisse a répondu à tous les souhaits américaine concernant la guerre en Ukraine, concernant Gaza, et malgré ça, il paye la facture comme trop cher, plus que les autres, par exemple. Alors, j'aime bien que vous parliez, on parle d'identité numérique, parlons de l'identité de la Suisse. Je crois que la Suisse est en train de perdre complètement son identité. Le problème, il est là. Et nous avons au sein de notre Parlement et au sein de notre gouvernement beaucoup d'européistes, des gens qui n'ont plus envie des valeurs de la Suisse, des valeurs traditionnelles qu'on connaît, et qui ont fait d'ailleurs notre force, parce que nous avons quand même traversé nous avons vaincu les Habsbourg, bon ok c'est un peu loin, mais nous avons quand même traversé 2 guerres grâce à la neutralité, donc je crois qu'on s'en est pas si mal sorti. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire la neutralité, c'est ne pas vouloir prendre position et vouloir se tirer des flûtes. Ça n'est jamais ce que la Suisse a fait. Je pense que ça, il faut rétablir la vérité. Lorsqu'on est neutre, ça permettait à la Suisse jusqu'à présent, avec la diplomatie qu'elle avait, ce qui n'est plus le cas malheureusement non plus maintenant, il n'y a plus de diplomatie. En fait, la diplomatie, elle est en arrière-plan, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait, ce qu'elle peut faire. C'est dirigé par des gens il faut quand même toujours remettre l'église au milieu du village, c'est l'argent qui compte. Donc, c'est économique, tout ça est économique. Pourquoi l'entrée de la Suisse dans l'Union européenne? Bien, c'est économique. Alors, c'est pas bon pour la Suisse, c'est certain, même si on veut vous faire croire que ça va développer des marchés, ça n'est pas vrai. La Suisse fonctionne très bien comme ça. C'est une exception au milieu de l'Europe. Je pense que ça doit rester une exception. C'est ce qui fait notre force. La diplomatie était très bonne, il n'y a plus de diplomatie. Nos bons offices, bien évidemment, puisque franchement, dans les faits, nous ne sommes plus neutres depuis que nous avons pris des sanctions plus sévères encore que celles de l'Union européenne contre la Russie. On ne peut plus parler de neutralité de la Suisse. Ok, on n'a pas pris des armes, mais les menaces économiques sont également des armes. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on peut les considérer comme ça. Donc la Suisse a perdu elle a perdu en plus complètement sa crédibilité. Qui veut encore venir en Suisse pour une médiation? Personne. Donc, il faut absolument rétablir les valeurs qui ont fait notre force à travers ces centaines d'années. Je le répète, nous avons passé 2 guerres et nous en sommes très bien sortis. Si on veut que la Suisse reste quand même un pays, le seul pays en Europe, là je parle d'Europe et pas d'Union européenne, qui tient encore à peu près la route, je dis bien encore à peu près, mais c'est peut-être pour plus très longtemps, eh bien, on doit absolument retrouver ces valeurs, reprendre notre identité de Suisse. Nous sommes Suisses, agissons en Suisse. Merci infiniment, Madame Kay, pour votre témoignage courageux et crédible et sincère et patriotique. Merci infiniment. J'espère vous trouver prochainement pour des autres rencontres. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite à interagir avec l'explication, les idées de Madame Kay, et à bientôt. Merci infiniment et à bientôt. Merci beaucoup, monsieur, pour votre invitation. Merci. C'est l'honneur pour nous, madame. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.